RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Réellement qu'il y a une armée qui est là pour protéger la population, sentent réellement qu'il y a une ferme détermination du gouvernement à éradiquer le M23 de l'Est de la République démocratique du Congo, de Bunagana qui est occupé pendant plus de 100 jours. On n'en parle presque plus d'ailleurs avec les politiques. Merci pour la question, mais avant de répondre à votre question, je salue ici la position du gouvernement belge par l'entremise du Premier ministre Alexandre Croo, qui soutient que la MONUSCO, cette force, j'assume bien mes mots, touriste, ici en RDC, une force inutile, une force budgétivore pour rien, doit quitter et être remplacé par autre chose, une autre force à même de nous aider à bouter dehors la microbe ou deux microbes à l'Est, ces forces négatives qui sèment mort et désolation. Pour répondre à votre question, il faut d'abord nous plonger dans un rappel historique pour essayer de situer ces mots qui rongent notre armée, parce qu'il ne faut pas oublier que l'armée constitue l'épine dorsale pour la sécurité d'une nation ou pour le bien-être des populations. Ce n'est pas pour rien qu'il a la mission régalienne de protéger la population et des biens, et aussi les frontières de la République. Notre armée, depuis la Deuxième République, connaît un problème d'être utilisée comme instrument de celui qui est au pouvoir pour s'y maintenir. Et cela a fait que l'armée cesse d'être républicaine, mais une armée au service d'un pouvoir, au service d'un individu. Si j'avais le temps, on allait passer vraiment dans tous les détails sur ce point. Malheureusement, on n'a pas le temps. Je saute. Deuxième problématique, c'est que l'armée a longtemps été utilisée depuis la Deuxième République comme un instrument d'enrichissement illicite par ceux qui dirigent cette armée. Et troisièmement, c'est le manque de moyens de la politique pour pouvoir aider à cette armée de s'acquitter de ses obligations constitutionnelles. Manque de moyens ou manque de volonté politique? Parce que les moyens, il y en a. Les deux, s'il vous plaît. Le moyen, même le peu de moyens qu'il y a, si vous demandez à ces militaires qui est au front, il vous dira qu'il ne voit rien. Alors qu'il sait que l'argent sort. Il y a un problème. Et on fait des comptes, cette question de brassage, où on prend un diplômé ou quelqu'un qui n'a jamais été au secondaire, du coup on le bombarde général parce que on se rend à Canossa. Vous savez ce que c'est se rendre à Canossa? Parce que sur le front militaire on a échoué, ben on nous dit écoutez, négocions, et au finish, on demande à ce que ces gens qui ont tué nos mères, nos pères, nos enfants, nos petits frères, qu'on prime à cette guerre parce qu'on n'a pas réussi à les anéantir, on accepte de le mettre dans l'armée. Et ça, c'est à l'actif de mon frère Alain. Il ne faut pas parler ici comme si cette guerre commence avec Félix Tshisekedi. Ça demande une responsabilité collective. Ce sont des faits historiques qui épinglent effectivement ces microbes qui rongent notre armée.
Et on ne peut pas chercher la solution si on ne résout pas ces problèmes. Ces problèmes doivent être résolus. Et tout de suite, si nous voulons un résultat contraire à ce que nous avons sur terrain des opérations. Monsieur Alang, vous aussi, permettez, madame, permettez aussi, c'est cette complicité des officiers, des hauts officiers, qui sont censés motiver nos troupes sur terrain, mais qui jouent les jeux de l'ennemi. J'en appelle au président de la République. La République ne peut pas continuer à vivre l'humiliation à cause de 2, 3 têtes ou 10 têtes de généraux. Il faut avoir le courage en main et mettre au état de nuire ces généraux, qui qu'ils soient 3 étoiles, 4 étoiles, ils doivent être boutés dehors parce que toute une nation est humiliée à cause de ces énergumènes. En tout cas, j'assume mes mots. Je suis révolté. On ne peut pas accepter qu'on garde des généraux, soi-disant au nom de l'équilibre géostratégique ou géopolitique, et des gens qui jouent les jeux de l'ennemi. Il a 2 plans. Le premier plan, il donne aux troupes, l'autre plan, il donne à l'ennemi. Et puis, ce sont nos frères, nos militaires qui sont en train d'être tués comme des animaux sur le terrain des opérations. Simplement parce qu'ils ont en face un ennemi qu'ils pensent être un ennemi et un autre ennemi au sein du commandement. Ça doit finir. Et ça ne doit pas attendre de moi. C'est tout de suite. Et nous, en tant que population, nous l'exigeons au président de la République. On ne peut pas continuer avec cela. C'est toute une nation qui est humiliée. C'est des vies humaines qui sont en train d'être fauchées sur le terrain des opérations. Monsieur ça Alain, doit finir. Le pragmatisme voudrait quoi à cet instant? Le pragmatisme d'un management voudrait assez que l'homme politique congolais quitte cette phase des discours pour passer aux actes concrets. On donne l'impression ici que un homme, un parent à la maison, son enfant qui demande le stylo, va aller, n'est-ce pas, demander à son voisin pour venir résoudre le problème de son fils. Et ça, en langage clair, sans avoir l'intention de vexer quelqu'un, c'est de l'irresponsabilité. Et dans un pays moderne, où l'homme politique est activé par la motivation des services à nation, M. Tshilombo devrait démissionner. Non, en 2011, cher ami, écoutez, en 2011, Vital Kamerhe vous a rappelé cette irresponsabilité. Vous avez accepté que l'armée rwandaise entre sur notre territoire. Et Vital Kamerhe a démissionné. Mais c'est Christian. Et vous parlez de l'irresponsabilité ici. Vous n'êtes pas pris sur soyez responsable. Non, soyez responsable. Il ne faut pas pris qui est membre de l'IDP. Non, je vous rappelle. Ça reste, monsieur Christian, ça reste son point de vue. Il y aura des réactions juste après. Je vous informe que nous avons une armée républicaine compétente à bouter dehors ces milices du M23. Mais il est question seulement d'organisation et de la planification de l'action du gouvernement. Oui, depuis 2013, vous avez organisé l'armée. Et vous avez vu que même M. Antoine Félix Tshisekedi l'a reconnu, dans le Congo en face, que les M23 étaient boutés dehors, n'est-ce pas, par le gouvernement de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République. Et donc, ne soyez pas motivés par les sentiments de militantisme et vous perdez la raison facilement. Mon ami Pinda, que j'aime beaucoup, m'a dit ici, il a reconnu tacitement que le gouvernement a failli dans sa mission de sécuriser sa population. Et aujourd'hui, les discours du chef de l'État justifient cette demande de l'aide du voisin pour résoudre le problème de la maison, lorsque les parents n'est pas en mesure de pouvoir, n'est-ce pas, prendre ses responsabilités. C'est révoltant. Nous, au moins, PPRD, nous sommes un parti organisé. Nous sommes un parti de républicains. Nous reconnaissons Félix Tshisekedi comme chef de l'État qui gère, contrairement à nos amis de l'amour, tout ça. Mais nous ne reconnaissons pas dans sa politique. C'est ça notre sens de l'opposition.
il est dans la confusion, n'est-ce pas? Sur le terrain, on a instauré l'état de siège. Soyons sérieux. On parle ici de la vie des Congolais qui meurent chaque jour à Beni Anitori. Et donc, ne soyons pas motivés par l'argent, n'est-ce pas? Nous sommes passagers sur cette terre. La population souffre. On instaure à la va-vite l'état de siège. Un fiasco. On n'arrive pas à s'assumer, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, reconnaître qu'on a échoué et chercher à changer la stratégie par rapport à l'opération militaire à l'Est. On a maintenu cet état de siège jusqu'à aujourd'hui. Un fiasco. Au même moment, c'est la politique de l'Autriche. La journée, personne n'a suivi les accords signés entre l'Ouganda et la RDC, mais le matin, nous avons été informés par la population, par la vigilance de la population, la présence des militaires ougandais. Et on va nous inventer cette théorie de mutualisation des forces. L'armée ougandaise et l'armée congolaise. La suite, c'est quoi? Un fiasco, soyons honnêtes. Après, on va inviter les militaires, n'est-ce pas, des États de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ils sont ici. La suite, c'est quoi? Un fiasco. Bounagan est toujours occupé par les rebelles du M23. Et donc, dans un pays organisé, dans un état de droit, et je crois que ce qu'a posé comme acte M. Tshimanga, aujourd'hui on peut les condamner, je ne suis pas d'accord avec ce qui lui est reproché, mais ça devrait se passer à la tête de ces pays, démissionner carrément lorsqu'on n'est pas à mesure de pouvoir sécuriser la population. Je crois que ça va aider la population congolaise à organiser des élections avant même 2023 pour que nous puissions avoir un gouvernement responsable et que sa sécurité soit assurée. Au lieu de commencer à se pointer du doigt de gauche à droite. C'est avec beaucoup de tristesse que je suis en train de suivre l'intervention de mon co-débatteur à droite. Et je me dis que si le ridicule pouvait tuer, beaucoup seraient déjà morts. Et ce n'est pas au PPRD aujourd'hui sur ce plateau de s'illustrer en donnant les leçons de morale. Finalement, si c'est le PPRD, ce n'est pas l'UDPS à donner des leçons. Si c'est l'UDPS, ce n'est pas le PPRD. Finalement, moi je me dis, alors qu'on a tous été obligés de dire ici sur le plateau, c'est un débat républicain aujourd'hui. Est-ce que, à l'heure actuelle, vous devez vous jeter de pierre en lieu et place de regarder droit et trouver des solutions? Madame, ça fait très mal parce que nous n'avons qu'un seul Congo. Et ce Congo nous appartient à nous tous. Aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau, ce n'est pas pour parler de l'UDPS, de PPRD et des consorts, mais plutôt de la RDC. Quand on est là pour parler de la RDC, nous devons parler pour son avancée. Et tout à l'heure, vous avez posé la question simple de savoir à mon co-débatteur qu'est-ce qu'il fallait pour que tout ce que nous vivons prenne fin. Mais il ne vous a pas répondu, vous avez pris acte de cette manière de faire les choses. Mais tout simplement, il vous dit que le président de la République, devant la tribune des Nations Unies, n'a pas présenté la politique de son gouvernement, mais c'est très grave. À ce stade, la politique du gouvernement ne doit pas être placée, exposée à la place publique, à la tribune des Nations Unies, s'il vous plaît. C'est une politique interne qui relève des stratégies que le gouvernement doit prendre parce qu'il doit faire face à l'ennemi. Aujourd'hui, nous devons avoir le courage de saluer les efforts qui sont consentis par le président de la République, parce que c'est pratiquement inconcevable que je puisse entendre qu'on soutienne l'armée de notre pays, ce qui est tout à fait normal, mais sans pour autant soutenir son commandant suprême. C'est pratiquement inconcevable. Alors que la politique appliquée par nos forces armées est dictée d'en haut et selon la vision du chef de l'État. Et vous savez, aujourd'hui, le problème que nous avons dans notre pays et ce que nous faisons face aujourd'hui, il nous faut, comme l'a dit le chef de l'État à la tribune des Nations Unies, la suppression de toutes les mesures d'embargo prises contre la RDC. La RDC a besoin, ou ses forces armées ont besoin de l'armement
qui doit lui permettre à faire face à toutes sortes d'agressions. Et aujourd'hui, il est tout à fait logique que sur ce plateau, tous, nous puissions voir la chose de la même manière. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on ait des discours séparatistes. Les discours qui fragilisent, qui donnent le pouvoir, qui donnent la force à l'ennemi. Nous sommes sur Télé 50, c'est une chaîne qui est beaucoup suivie dans le monde. Et lorsque chaque fois on doit voir sur le débat, où nous-mêmes Congolais, nous ne comprenons pas la chose, nous ne voyons pas la chose de la même manière, ça laisse à désirer. Il est important aujourd'hui que le président de la République, qui est plus que déterminé de pouvoir ramener la paix à l'Est, puisse être soutenu par tout le monde. Soutenu par tout le monde, oui, mais ça reste le numéro 1, le garant de la nation. Et au garant de la nation, qu'est-ce qu'on demande? On demande justement la protection de la population de cette nation, justement. Alors, on se dit, la question demeure. Les réalités sont là. Les discours ont été prononcés. Et après? Oui, exactement. C'est ce que nous venions de dire il y a quelques minutes. Il reste un problème, c'est un problème opérationnel dont il faut s'occuper maintenant. Et c'est ce qui s'est fait déjà au niveau des FARDC. D'ailleurs, même la question épineuse de l'état des sièges se pose parce que l'état des sièges a des objectifs précis, notamment sécuriser les territoires où est déclenché l'état des sièges. Et l'ennemi, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, c'est une guerre asymétrique. Les troupes doivent rester mobilisées. Aujourd'hui, c'est un humble avis. Si on doit, comment dirais-je, si on doit mettre un terme à l'état des sièges, on va déclencher la démobilisation des troupes. Parce que les territoires où sévit les atrocités et où est déclenché l'état des sièges, ce sont des territoires en alerte. Et nous devons renforcer. Ça n'a pas empêché de voir les populations mourir pendant toute cette année, nous sommes dans une situation compliquée. Il y a beaucoup d'implications dans cette affaire. Il y a l'internationalisation de cette situation. Et vous le savez bien que nous sommes dans un état où les forces armées sont sous embargo. Ça n'a pas empêché l'occupation de Bunagana pendant 3 mois, l'état de siège, pas du tout. Écoutez, je crois aussi que la question de Bunagana ne doit pas être traitée avec beaucoup de sensibilité et de légèreté parce que c'est aussi une question stratégique. Parce que si les FARDC... sous occupation pendant 3 mois, c'est stratégique. Non, bah écoutez, une stratégie en faveur de qui finalement? J'ai dit c'est aussi une question stratégique. Pourquoi? Parce que Bunagana, c'est une ville à habiter. Et si on doit, vous savez, l'ennemi n'a pas besoin de vies humaines, parce que l'ennemi c'est un agresseur, l'ennemi c'est un tueur. Et les FARDC doivent riposter. Et quand on riposte dans une ville, il y a toujours des pertes en vie humaine. Et je crois que c'est aussi stratégique de voir, parce qu'on ne peut pas dévoiler tout, les hauts commandements militaires. Mais quand on agresse, les Touriens on ne fois qu'on tue la population congolaise. Écoutez, et quand on occupe Bunagana, on réorganise Bunagana. C'est devenu une ville organisée, où les taxes sont payées, où ceci ont été fait. Écoutez, je crois que c'est un travail militaire qu'il faut faire sur le terrain. Je crois que le moment viendra où les FARDC vont reprendre la ville. Et nous encourageons les FARDC. La question de la sécurisation de l'Est du pays ne doit pas être une question éternellement internationalisée. Nous pensons que les FARDC doivent faire l'affaire. Nous pensons que la MONUSCO doit partir finalement. Nous devons doter les FARDC de moyens. Et nous devons nous faire une violence. Nous encourageons le chef de l'État dans sa démarche de demander la levée de l'embargo. Parce que cette question nous préjudicie énormément du point de vue de matériel militaire. L'histoire nous enseigne que d'autres pays. Ouais, nous avons le Mali. Nous avons le Mali.
Nous avons su détourner, oui, exactement. contourner même Oui, les Nations exactement. Unies. Même les États-Unis ont refusé à un moment donné d'écouter les Nations Unies. Je voudrais en venir. Aujourd'hui, je me pose la question, finalement, qu'est-ce qui manque à la RDC de prendre les choses en main? Parce que ça nous donne l'impression que nous devons attendre que les Nations Unies nous accordent ceci, que les Nations Unies acceptent de ne pas nous donner les armements, alors qu'on peut faire des concessions avec d'autres pays. Par exemple, pour obtenir des armes, ce qui n'est pas impossible pour la République démocratique du Congo. Ok, madame. Je me réjouis de ce que vous avez dit tout à l'heure ici. Ça abonde dans le même sens que ce que vous venez de dire ici. Lorsque vous dites par exemple que le président de la République est le garant de la nation, il est le garant de l'intégrité territoriale, c'est lui qui assure la sécurité, ainsi de suite, tout ça. J'ai même écrit, vous avez dit, le peuple demande sa protection de la population. Et vous avez chuté pour dire, mais que fait le président de la République? Avant d'y répondre, je prends une illustration qui a été dite tout à l'heure ici, par mon estimé confrère, mon estimé compatriote, Alain Alenc. Il a dit ceci, qu'il est inconcevable pour un père, lorsque son fils lui demande un stylo, qu'il recourt au voisin pour éventuellement chercher ces stylos-là. Ça serait de la lâcheté, de l'incompétence, tout ce qu'il a voulu développer là-dessus. Mais je voudrais tout simplement dire, si le papa est lié au voisin, prenons par exemple, il avait un contrat de travail et qui doit être rémunéré de l'autre côté là-bas pour éventuellement avoir de quoi acheter un stylo, il y va. C'est de la même manière que nous avons ratifié la Charte des Nations Unies, nous sommes membres de l'Union africaine, nous avons cédé, je dis bien, à une partie de notre souveraineté. Cédé partiellement notre souveraineté, et c'est ce qui donne le droit à ces pays-là de venir chez nous. Bien sûr, ça doit se faire avec notre autorisation, accord et tout ce qui va avec. Un autre recadrage. Il a dit ceci. Il a dit, en 2023, lorsque le M23 occupait Bunagana, nous les avons, il dit, nous avons débouté. Non, 2013. 2013. Nous avons débouté les M23. Mais c'est la même méthode que nous utilisons aujourd'hui. Il faut se le dire d'abord. Il y a eu le Sud-Soudan, il y a eu les Ougandais qui ont aidé pour débouter le M23. C'est de la même manière que nous nous retrouvons dans le cadre de l'EAC, avec les troupes qui peuvent nous aider, en vertu bien sûr de l'article 217 de la Constitution, pour éventuellement bouter tous ces mondes-là dehors. J'en viens maintenant à ce que vous posez. Madame, qu'est-ce que Tshisekedi a en sa présence pour éventuellement mettre fin à l'insécurité à l'est de la République? Nous parlons, il faut lever l'embargo. Oui, nous allons acheter les armes. Mais ces armes, nous les mettrons entre les mains de qui? Il faut d'abord assainir l'armée que nous avons ici. L'armée que nous avons héritée. Il n'y a pas plus tard que hier, ici, nous avons appris des généraux qui ont été arrêtés en train de vouloir fomenter un coup d'État contre les institutions de la République. Vous avez encore appris dans les réseaux sociaux, vous voyez même des vidéos qui circulent, c'est-à-dire que les troupes des FARDC, ils se retrouvent à un endroit, ils demandent à d'autres troupes de passer par, par Kitambo par exemple, pour rejoindre ma campagne, et ils s'entretuent entre eux. Pourquoi? Parce que le commandement que nous avons ici, militaire, est gangréné par les séquelles de trahison et de la complicité. Mais ici, nous devrions avoir une certaine honnêteté de reconnaître hérité. De qui? Du PPRD. Il a dit que ça dit que nous, PPRD, nous avons fait, nous estimons. Mais c'est dangereux de tenir pareil discours. Moi, je pensais peut-être qu'on aurait fait le même exercice, parce que moi, j'ai fait cet exercice ici, imprimer les discours pour que nous restions dans ces discours. Que nous ne restions pas dans ce que vous dites, par exemple, ici, madame, que nous ne devrions pas nous tirer dessus. Nous devrions, en principe, la main dans la main, comme une république, tenir un discours républicain, de ne pas amputer la responsabilité à qui que ce soit. Qu'est-ce que Tshisekedi a entre ses mains? Il a les instruments internationaux qui existent. Vous avez par exemple différentes résolutions qui ont été prises par les Nations Unies, par l'EAC, la constatation de l'agression du Rwanda, par la communauté des États de l'Afrique de l'Est, par la SADC, ainsi de suite, tout ça. Mais il exploite. Il cherche à faire pression, ou il est en train de faire pression sur ceux qui dirigent le monde. Vous savez, madame, le problème, c'est quoi ici? C'est que s'il ne le fait pas, et que nous allons par moyen et tort, ce qui va s'en suivre, c'est la sanction. La sanction va encore fragiliser davantage. Il faut mettre l'Organisation des Nations Unies devant ses responsabilités. De quelle manière? Tel que le président de la République l'a fait aussi. Vous savez, madame, lorsque le président Tshisekedi, aux tribunes des Nations Unies,
interpelle les Nations Unies pour leur dire qu'ils doivent arrêter de faire cette hypocrisie, de distribuer même le rapport des experts des Nations Unies aux membres du Conseil de sécurité, vous savez qu'est-ce qui se passe après, puisque vous avez relevé cet élément ici, pour dire qu'ils se sont retrouvés à côté avec Kagame, ok, Tshisekedi, Kagame et Macron, mais tout simplement parce que Macron est le président en exercice du Conseil de sécurité. C'est-à-dire que la demande a été posée, et maintenant, on est en train d'exécuter petit à petit, comme on dit. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où nous avons été entendus. Mais cela ne suffit pas. Moi, personnellement, individuellement, ma responsabilité engagée, je ne fais pas confiance aux Nations Unies. Je l'ai toujours dit. Qu'à ce jour, d'ailleurs, madame, les dangers, c'est que c'est multipolaire du monde. C'est l'explosion du monde monopolaire qui existait d'antan, qui est une occasion de pouvoir, mais pas, pourquoi pas aller vers la Russie par exemple, qui est en train d'initier un nouvel ordre mondial. Donc ce qui démontre à suffisance que nous, en tant que tels, nous en tant que Congolais, nous devons nous assumer. Mais comment y arriver? Pourquoi on n'y arrive pas encore? Parce que parmi nous, nous avons encore des yaves qui peuvent trahir. Nous avons encore de mon ami Alain ici, au lieu de tenir les discours de la République, il est encore en train d'indexer. Tshisekedi doit démissionner. C'est comme si le problème c'était Tshisekedi. Et pourtant le problème n'est pas Tshisekedi. De la même manière que je le dirais, le problème n'a jamais été Joseph Kabila. Le problème a été le multinational qui convoite nos richesses. Malgré que Kabila a accompagné, il était bien d'accord, il a accompagné et il a savouré les biens fondés. La preuve en est qu'il est plus riche que la République. Il est plus riche que tout celui qui peut se prétendre acteur politique et tout ce que vous voulez. Ce sont des éléments qui démontrent ou qui ont démontré à suffisance que la chose elle est telle qu'elle. À ce jour, nous devrions en principe réfléchir en fonction de la République. La main dans la main, nous sortons dans la rue. Pour que nous arrivions à accéder au niveau du Mali, il faut que nous puissions prendre conscience, sortir dans la rue, dire non à la MONUSCO, dire non aux États-Unis, dire non à... La rue, c'est le monopole de l'UDPS. Oui, mais nous ne cessons de le faire, madame. Apparemment, mais ici, madame, ne me donnez pas l'impression, s'il vous plaît, madame. Non, je pose ne me donnez pas des réponses. Allez-y. Vous nous donnez l'impression que vous ne sortez maintenant que quand il s'agit des camps politiques, comme le dénoncerait par exemple M. Christian ici. Lorsqu'il s'agit des questions purement nationales, on ne sent plus cette UDPS de la rue. Madame, c'est l'UDPS qui parle. Nous allons parler du coup du pouvoir. Non, c'est l'UDPS qui parle. Non, on n'en est pas là. Voilà ce que je voudrais dire. Vous savez ce que vous dites à l'opinion. Vous dites présentement à l'opinion que la République, ce n'est que l'affaire de l'UDPS. C'est-à-dire que vous devez croiser les bras, puisque c'est l'UDPS. Parce que vous aviez le monopole, vous donnez le temps. Mais nous ne cessons de le faire, madame, puisque je le dis. Je fais un appel. J'ai dit aux citoyens congolais, ils doivent prendre conscience. Les citoyens congolais, lorsque nous dirons, allons dans la rue pour dire non aux États-Unis, dire non aux Anglais, dire non à tous ceux qui financent d'une manière ou d'une autre, qui arment le M23 au travers le Rwanda, que nous pourrions éventuellement arriver à faire échec à ces plans machiavéliques et diaboliques qui est en principe monté contre la République démocratique du Congo et enfin de recouvrer la paix et la sécurité tant désirée, tant voulue par la population congolaise et ici clamée par le président de la République. Alors on va justement faire on va faire le tour de table pour évoquer cette question des vrais collaborateurs des chefs d'État. Le cas échéant, on revient encore avec le cas Vidier Chimangaou, où même au sein de l'Union sacrée, les avis sont partagés. On se dit finalement avec cette histoire des vidéos qui circulaient actuellement sous mandat d'arrêt provisoire, on se dit est-ce que les chefs d'État ont des vrais collaborateurs ou c'est tout simplement des gens qui viennent s'enrichir autour des chefs d'État au nom de la politique? Monsieur Christian. Madame, le mal reste mal. Il est évident aujourd'hui qu'au sein de l'entourage du président de la République, il y a des gens qui ne l'aiment pas. Des gens qui ne marchent pas avec sa vision, mais qui marchent avec lui juste parce qu'on cherche l'argent. Et c'est là le danger. J'ai toujours soutenu le président de la République, mais les soutenir aussi, c'est dire ce qui ne va pas. On ne peut pas maintenir un casting qui fait honte au chef lui-même et à la République. Et moi, je pense que le chef doit agir parce que
quand votre entourage ne fait plus votre honneur, il faut les balayer. Balayer comment? Du moment où l'on sait par exemple que le conseiller du chef de l'État, on parlerait ici du cas de Vijay Chimanga, on a vu le cas Vital Kamerhe où on a fait confiance à la justice, arrêté, puis libéré, puis blanchi même. Les cas sont légion. Aujourd'hui on se dit finalement, ça reste des coups de théâtre ou bien on devrait carrément faire confiance à la justice congolaise dans pareille situation. Madame, vous savez, j'ai dit que c'était trop fort lorsque vous dites blanchi d'ailleurs. Je voudrais que nous puissions revenir sur terre. Pendant la tournée, ils ont été blanchis. Non, madame. Vous êtes comme qu'on dit, chez nous on dit, vous êtes je me base sur Kamuna Kamba. Chez nous on dit, non. Vous êtes chez nous on dit Kamuna Kamba. Ça veut dire que au moni au lobby. Ok? Oui. Avez-vous lu le jugement acquittant Vital Kamerhe? L'avez-vous seulement lu? Merci beaucoup de votre honnêteté. Voilà ce qui est dit. Que Vital Kamerhe est acquitté pour insuffisance de preuves. Ça ne veut pas dire qu'il a été blanchi, qu'il est innocenté. Non. Et encore, madame, le parquet, près la Cour de cassation, a initié, plutôt le parquet, près le tribunal de grande instance, a initié une action en pouvoir en cassation. La décision rendue, on va en pouvoir en cassation pour casser ces jugements-là. La réalité ici, c'est quoi? C'est ça la beauté d'un état de droit. Dans un état de droit, c'est la procédure. Dans un état de droit, ce sont les règles qui doivent être appliquées. Dans un état de droit, c'est la loi qui prime. Donc, la lecture que vous faites n'est pas fondée. Et le temps nous donnera raison. Le temps, c'est le Coq-à-l'âne, messieurs, je voudrais qu'on vienne sur ces débats. Je crois qu'il est à côté, mais je suis désolé. Ce n'est pas le sujet du débat aujourd'hui. Vous conviendrez avec moi. En tout cas, on reviendra. Sinon, il raconte sa vie. Vous conviendrez avec moi qu'il n'a rien dit. Il a dit je fais du coq à l'âne sans toutefois les démontrer. Et pourtant, moi, je vous ai dit qu'il y a un jugement qui existe. S'il vous plaît, soyez tolérants. Il y a un jugement qui existe. Et ce jugement dit, je n'invente rien. Ce jugement dit il est acquitté pour insuffisance de preuves. C'est-à-dire que les juges qui avaient l'intime conviction qui devaient se prononcer ont estimé qu'il y avait insuffisance de preuves. Je vous convie aussi, je vous convie aussi, ok, de me convier avec lui à ces débats-là et je pense qu'il sortira la quai entre les gens. Je voudrais chuter parce que vous avez parlé de Chimanga, de Vijay Chimanga. Vous ne m'aurez pas interrompu avant de faire appel à mon humilité. Voilà. Je voudrais dire ceci puisqu'on parle de Vijay Chimanga. Vous savez, nous devons faire la part des choses. Tshisekedi, quand il y va, il accède au pouvoir. Il se fait entourer de personnes qui peuvent l'accompagner à matérialiser sa vision. Quant à la moralité de chacun de nous qui allons, puisque je peux me retrouver aussi demain à côté de Tshisekedi en train de travailler, ok? Mais Tshisekedi ne serait pas responsabilité de mon immoralité. Lorsque je pose les actes qui violent les lois de la République, Tshisekedi n'y est pour rien. Mais ce qui est plus important pour Tshisekedi, c'est d'assurer la sanction. Et cette sanction doit être faite selon les règles. Mais aujourd'hui, les uns ont dit, puisque Vijay Chimanga est invité au parquet, il a passé, ça c'est la deuxième nuit je pense, à Makala, c'est ce qui démontre à suffisance que la réponse adéquate, convenable, la réponse attendue est là. Mais il ne faut pas oublier une chose, nous sommes en droit. En droit, il faut la preuve. Oui, vous avez dépensé. En droit, c'est la preuve. Oui, on est déjà en train de déborder. Bon, à la prochaine. Tour de parole. Oui. Merci, j'attends monsieur Christian. Merci madame. Je ne voudrais pas ici me faire une idée sur l'inconnu à travers ce que nous avons vu tous être reproché à M. Vijay Chimanga. Cela ne me donne pas moi le droit de dire que tout l'entourage du chef de l'État est comme lui. Nous devons reconnaître que dans un camp, il peut y avoir de mauvais et aussi y avoir de bons. Mais les mauvais ne doivent pas quand même dépasser. L'exemple que la justice de notre pays, sous Fachi donne, nous donne également le droit, si nous avons de preuves envers ceux que vous voulez citer, faites-les comme les autres, ils seront interpellés par la justice. Monsieur Alain. Madame, vous savez, je vais citer ici un auteur
américain, Michael Jebel, qui a dit dans son livre Les mythes entrepreneurs que les actes et actions des collaborateurs dans une société, n'est-ce pas, sont en réalité la vraie image du chef. Merci beaucoup. Et donc, M. Pinda qui a parlé ici que Félix Tshisekedi serait le premier qui a tenu le discours dénonçant la complicité de la communauté internationale, c'est faux. Joseph Kabila, n'est-ce pas? Là, vous revenez encore. Joseph Kabila qui l'a indexé ici comme l'homme le plus riche que la République. On est dans la conclusion. N'est-ce pas? N'a pas, n'est-ce pas, encaissé autant de scandales financiers autour de lui. Si on peut revenir d'abord ici, l'état de Vital Kamerhe, rétrocommission, 15 millions de dollars. Jusqu'aujourd'hui, sans suite, Vital Kamerhe là. L'affaire 57 millions de dollars. On termine par aujourd'hui visé et tant d'autres, oui. Notamment l'affaire Chilogène. 27 millions de dollars perdus. Et donc les scandales financiers sont légion, madame. Oui. Ça traduit réellement l'image de celui qui gère l'Union sacrée. Monsieur Bilali, on termine avec vous. Sans pour autant s'ériger en juge de certains comportements des uns et des autres, nous pensons que la justice doit faire son travail et que la moralité doit battre sa plaie en politique. Donc la justice doit faire son travail. Et moi je vous dis que les responsabilités soient établies et que les coupables purgent leur peine convenablement et conformément à la loi. Et moi je vous dis merci, monsieur Bilali. Eric, merci à vous, monsieur Christian Choukourou, merci également à vous, monsieur Pinda, monsieur Kitenge et monsieur Alain. Il reste pour le moment présumé. Justement, donc, il a été arrêté. On attendra ce que décidera la justice congolaise. Je vous dis merci d'avoir été de nôtre et à vous, même le téléspectateur. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.